Bonsoir à tous, on va commencer. Donc c'est notre deuxième soirée de PU. Donc hier on a abordé les cancers digestifs. Et donc ce soir on va aborder la télémédecine, le numérique et le transfert de compétences. Donc je vais accueillir les deux modérateurs et intervenants de cette soirée. Pour la première session sur les perspectives de santé numérique en Polynésie, donc le docteur Moulin et Madame Caroline Grépin, qui travaille à la RAS. Et je remercie encore et à nouveau les médecins et Laurie de l'Institut Gustave Roussy d'être avec nous pour cette semaine. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être juste en introduction, donc il y a Cécile Vernier qui va modérer un peu cette session avec moi. Et le numérique est quelque chose qui est notre quotidien, pas forcément toujours dans une version positive des choses, mais avec des perspectives positives. Et c'est aussi comme ça qu'on veut présenter les choses ce soir. Et peut-être Cécile, un petit mot sur ton implication et un petit état des lieux de ce qui t'occupe. Merci pour votre invitation déjà. Je ne l'attendais pas forcément, mais je comprends ma légitimité en tant que médecin référent dans le développement de notre niveau DPI au sein de l'hôpital, de ces patients informatisés, référente de la sous-commission informatique également, donc au centre de pas mal de sujets informatiques sans être pour autant informaticienne évidemment. Donc une certaine appétence pour le sujet. Effectivement, le DPI est au cœur de notre quotidien depuis quelques mois. Voilà, donc même si elle ne le dit pas, c'est quand même un passage qui est un peu douloureux, qui le reste encore un peu, mais moi je suis toujours positif et je pense que les outils finiront toujours par s'adapter aussi à un moment donné aux usages. Et je pense que c'est un grand principe du numérique de penser d'abord les usages et ensuite ça reste des outils. Mais malheureusement, c'est souvent pas pensé comme ça par ni les développeurs, ni parfois les mondes qui ne se rassemblent pas toujours, mais il faut apprendre à parler des langages différents. Et je crois beaucoup, moi, à cette capacité du numérique à nous accompagner. Et donc, avec Caroline, on va essayer de brosser un petit tableau des perspectives de santé numérique en Polynésie. Et en particulier dans l'idée de développer en Polynésie une dynamique sur le numérique, ou en tout cas de réactiver des petites choses qui sont déjà faites et de le propulser un petit peu à la lumière. Donc on va faire une présentation à deux en alternance. Caroline, tu voulais dire un petit mot ou d'introduction? C'est bon. Donc les enjeux du numérique en Polynésie, on voulait aborder 3 points sur cette première partie, puis Caroline en abordera d'autres à la suite. Tout d'abord les enjeux concernant la fracture numérique, qui est quelque chose qu'on peut imaginer important en Polynésie vu notre géographie. Tout de même, c'est pas si mal finalement. Alors, il n'y a pas de 5G vraiment en Polynésie, sauf dans des zones très localisées, mais la 4G est quand même disponible pour 90% de la population, je dis disponible techniquement, et la 2G, 3G et 4G pour 92% de la population dans 65 îles. Vous voyez en rose là où il y a de la 2G, la 3G en vert et la 4G en jaune. Donc bien sûr, les îles principales sont équipées en 4G, les Marquises également, et quelques îles des Tuamotu et quelques îles des Australes. Donc il y a bien sûr encore une marge de progression. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, penser le numérique sans se demander si les gens auront accès à l'outil, ça n'a pas de sens. Si on regarde l'île de Tahiti, finalement, ça c'est la couverture 4G de l'île de Tahiti, avec le rouge, et puis le violet, c'est la 5G, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais globalement, on voit que toute la zone de Tahiti habitée est quasiment couverte. Quand on regarde certaines zones françaises, c'est pas tellement mieux sur certains départements français peu peuplés. L'autre problématique, c'est celle de la disponibilité de la DSL. La fibre est en train de se développer, mais globalement, 70% de la population a accès à la fibre. Et
voilà, quelques petits schémas sur comment la fibre arrive en Polynésie à travers des grands océans. Donc aujourd'hui, il y a une fibre historique qui arrive plutôt des États-Unis et qui, que vous voyez sur la photo en bleu, la petite, hein, qui distribue, et ce câble-là va vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et puis en interne à la Polynésie, il y a des câbles qui réunissent comme ça les archipels entre eux. Un projet dont probablement ici vous avez tous entendu parler, qui est le projet d'un câble de plusieurs, même, le câble Google qui devrait arriver et qui devrait quand même aussi contribuer à l'amélioration de l'accessibilité numérique, pas dans nos archipels, mais en tout cas nous et le reste du monde, on va dire. Une petite enquête de la DGEN sur l'accès à Internet fixe. On voit qu'en Polynésie, 66% donc, de la population a accès à la DSL, 70% dans les îles sous le vent, et puis évidemment dans les archipels plus éloignés, on est à 45%. Le développement de la fibre est en cours. Vous voyez qu'en Polynésie, c'est que 9% pour l'instant. Dans les îles du vent, c'est 11%, donc Tahiti, Moorea. Et puis bien évidemment, dans les autres îles, c'est beaucoup plus anecdotique pour l'instant. Donc la question de la couverture est une chose, mais la question des coûts des forfaits en est une autre. C'est pas parce qu'il y a un accès que les gens ont forcément Internet ou un accès à l'outil. Et donc c'était intéressant de voir un peu ces résultats où 35% des gens n'ont pas Internet fixe parce qu'ils trouvent que c'est quand même trop cher. Hein, c'est la première raison pour laquelle ils n'ont pas 25% parce qu'ils ne sentent pas d'intérêt, mais 35% quand même parce que c'est une question de coût. Et quand on voit les types de forfaits mobiles sur la diapositive, sur la partie de droite, eh bien on voit que quand même une grande majorité de personnes ont des abonnements avec un abonnement Internet mobile à 45%, mais il y a quand même plus de la moitié qui n'ont pas d'abonnement, on va dire, mensuel. Ce sont des abonnements à la carte sur une durée déterminée pour un nombre de gigas déterminé, et ça, globalement, dans l'Hexagone, ça n'existe plus trop, ces genres de forfaits limités comme ça. Donc ici, il y a quand même cette limitation qui est importante à prendre en compte. Les usages du numérique en Polynésie française, toujours dans cette enquête des GEL, eh bien, globalement, l'essentiel, c'est les réseaux sociaux et la messagerie instantanée pour la plupart des gens de la Polynésie en général et des îles aussi en particulier. On avait fait une petite enquête par l'ICPF, à la naissance de l'ICPF dans le service d'oncologie, quand on avait voulu tester l'appétence des patients en oncologie pour le numérique, et on avait posé ces questions-là. Donc on voit que 52% avaient quand même un abonnement téléphonique avec Internet, 50% des patients, et sur les types d'applications qu'ils utilisaient, eh bien, les soins, le fitness, les outils bureautiques étaient quand même dans la fin des usages, le principal étant les réseaux sociaux et le divertissement. C'est important aussi, en France on a démontré dans les enquêtes que finalement, et surtout les jeunes, finalement ils utilisaient surtout le numérique, pas tellement pour des usages professionnels ou d'utilité, mais plutôt pour du divertissement. Donc c'était intéressant cette étude. On va relancer l'année prochaine, on verra comment les choses évoluent. Les fonctionnalités souhaitées dans les applications, donc dans ces questionnaires, on demandait qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur la santé. Et bien le rappel des rendez-vous et un agenda faisait partie des demandes principales des patients de l'hôpital de jour. C'est tout. Oui, donc sur la partie ressources humaines, en fait, comme dans la santé, en fait, les ressources humaines en matière de compétences numériques, c'est un sujet qu'on ne peut pas occulter. Et le développement en fait, du numérique, ça va faire émerger donc, un certain nombre de besoins qu'il faut qu'on identifie et pour après essayer de former au mieux en fait. Former au mieux pour disposer des ressources sur le territoire. Après, en termes de maturité juridique et institutionnelle, ce qu'il faut savoir, c'est que le statut de la Polynésie, qui est fixé par la loi organique de 2004, donne un certain nombre de compétences à la Polynésie et fixe les compétences régaliennes. La garantie des libertés publiques, c'est une compétence régalienne, et donc il y a certaines dispositions du Code de la santé publique qui sont rendues applicables en Polynésie française lorsque ça touche la garantie des libertés publiques.
En l'occurrence, toute la protection des données personnelles, données de santé, c'est donc la garantie d'une liberté publique, et l'État a donc rendu applicable à la Polynésie toutes les dispositions relatives à ce qu'on appelle le RGPD, et donc le Règlement général de protection des données, et avec quelques adaptations pour la Polynésie française. Donc en termes de maturité juridique, la Polynésie reste, elle, compétente par contre pour pouvoir organiser en fait, la mise en œuvre sur le territoire. Par contre, pendant plusieurs années, en fait, on avait des points de blocage dans le Code de la santé publique, puisqu'en fait, il y avait, je vous donne deux exemples, il y avait le niveau de référentiel d'interopérabilité et de sécurité pour pouvoir échanger et partager entre professionnels de santé. Le niveau de référentiel renvoyait à un décret en Conseil d'État, mais il n'y avait eu aucune application pour la Polynésie. Et le fait de définir une équipe de soins qui peut partager entre les professionnels de santé qui peuvent rentrer dans la définition d'une équipe de soins. Donc ça renvoyait aussi à un décret en Conseil d'État, alors que ça relevait de la mise en œuvre de la Polynésie. Et du coup, il y a eu récemment, donc en mai 2024, en fait, une loi qui a modifié les dispositions du Code de la santé publique qui étaient bloquantes, dans le même temps qu'on a pu faire évoluer les textes sur la recherche impliquant la personne humaine. Il y avait aussi ces dispositions qui ont pu être, ces points de blocage qui ont pu être levés. Et donc maintenant, l'ensemble de la réglementation renvoie aux compétences de la Polynésie le soin de fixer le niveau de référentiel d'interopérabilité ou de définir comment fonctionne une équipe de soins. Et donc, on est en mesure de prendre le texte de la mise en œuvre pour comment partager les données de santé entre professionnels de santé, qui peut héberger des données de santé en Polynésie française, et ensuite de définir qu'est-ce qu'un outil numérique, quelles modalités pour se connecter pour l'identification des patients, l'identification des professionnels de santé qui pourront alimenter ces outils, etc. Donc il y a un projet qui est en cours et c'est une priorité donc, du ministre de la Santé. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de freins qui étaient jusqu'à présent qui ne dépendaient pas de notre propre autorité et que les choses sont en train quand même de se lever avec cette loi de 2024. C'était juste l'année dernière et donc finalement notre retard, si tant est qu'il y en ait un, il est relatif, mais il était aussi dû à des choses qui n'étaient pas réglées sur le plan réglementaire. Et donc c'est vrai que cette ouverture-là nous permet d'envisager maintenant des choses. Alors, quel est l'état des lieux un petit peu du numérique en Polynésie? Bon, on ne va pas brosser la totalité des choses, et puis il y a des choses peut-être pour lesquelles on n'est pas au courant, mais globalement, il y a quand même quelques éléments en Polynésie qui sont intéressants. Un fort développement de la téléradiologie, par exemple. Alors, ce sont des radiologues qui sont installés en Polynésie et qui travaillent pour des opérateurs plutôt français sur de l'interprétation d'imagerie à distance et qui ne travaillent pas pour la Polynésie, mais ce sont quand même des outils, des personnes qui travaillent avec des outils numériques pour les établissements français. Globalement, c'est d'interpréter les imageries d'urgence de nuit pour les établissements français. Quand c'est la nuit chez eux, ce sera le jour chez eux, par exemple. La télémédecine, alors c'est un grand mot parce que jusqu'à présent on n'avait pas beaucoup d'éléments et on faisait de la télémédecine, on va dire, empirique avec WhatsApp comme beaucoup le font encore en France parce que les outils non plus ne sont pas répandus de manière majeure. Mais entre les îles et les infirmières de dispensaires des îles éloignées le savent bien, le WhatsApp était l'outil principal de communication avec donc il y a de la télémédecine quelque part et comme en France on échange encore, je pense, tous ceux qui ont travaillé il n'y a pas longtemps, des images ou des documents avec le collègue chirurgien par WhatsApp, parce que les outils sont encore pas tout à fait matures. Il y a également depuis de nombreuses années des mallettes de téléradiologie, de télémédecine en Polynésie. 10 mallettes existent en Polynésie. À la dernière état des lieux, d'il y a à peu près 1 an et demi, 5 étaient utilisées essentiellement des postes de secours avec des auxiliaires de santé
donc c'est la moitié des mallettes. Bon, ce dispositif existe, il a trouvé peu d'adhérents, mais il y a quand même quelque chose qui existe, en particulier une problématique d'accessibilité au réseau, de connectivité. Et puis il y a des initiatives débutantes, alors celles-là qui sont beaucoup plus récentes. Il y a un projet des cardiologues de télésurveillance des insuffisances cardiaques. Et puis en oncologie, on vient de démarrer à l'ICPF avec Elodie et Pauline, Elodie Benazza qui est infirmière de coordination, et puis Pauline qui est oncologue de passage en Polynésie, un projet qui s'appelle Aratei de télésurveillance des patients sous thérapie orale. Et puis on remercie les oncologues du CHPF parce que il y a 4 patients qui ont été inclus et finalement c'est pas si mal. Donc ça a l'air d'être attractif pour les praticiens, et dans cette télésurveillance on utilise un outil numérique dont l'objectif est que le patient puisse auto-déclarer ses propres effets secondaires qui seraient monitorés à distance, et bien sûr derrière il y aurait toujours un être humain qui serait l'infirmière de coordination ou les médecins pour valider ou pour rappeler le patient si un problème survenait. Et donc ce projet est un projet embryonnaire mais qui met en place de la télésurveillance pour la première fois en oncologie. Et puis il y a la télé-RCP avec l'outil Rofim qui aujourd'hui permet à des médecins qui sont en ville de se connecter lors de la RCP. Il y a des problématiques de connexion en ce moment sur des pare-feux, etc. Mais voilà, les choses s'initient doucement. Alors, parmi tous ces développements, tous ces beaux projets en cours, il y a un embryon, j'allais dire, de communauté santé numérique qui a été porté par la direction de la santé et donc annoncé par un conseil des ministres au mois de novembre 2023. Donc c'est vraiment la volonté de rassembler en fait l'ensemble des acteurs qui seraient intéressés par le développement des outils numériques et de collaborer tous ensemble pour améliorer l'offre de soins, enfin l'utiliser au quotidien pour la prise en charge des patients. Alors c'est vrai que ça a été annoncé et là depuis on n'en a pas trop entendu parler, mais là les évolutions réglementaires et donc les projets en cours. Donc là, il y a un souhait quand même de faire vivre en fait, cette communauté santé numérique et de l'animer. Voilà, donc prochainement, je pense que vous serez invités à participer à certaines actions sur ce sujet. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un projet de loi de pays qui est en cours pour poser le cadre réglementaire. Donc, comme je vous l'ai dit, modalité d'échange et de partage des données de santé entre professionnels, modalité d'utilisation des outils numériques en santé. Et on prévoit aussi le recueil centralisé des données de santé pour le pilotage du système de santé, puisque toute la partie de data, c'est quelque chose qui nous semble très important. Il y a la volonté aussi de pouvoir offrir en fait, aux patients polynésiens un espace finalement de santé numérique. Et par contre, on souligne quand même l'importance d'être accompagné en fait, dans la mise en œuvre du système socle, parce qu'il y a pas mal de référentiels à mettre en place. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long, mais il y a besoin en fait, de ce temps pour mettre tout ça en place. Après, sur le développement des outils numériques plus particulièrement, tout le cadre de la télésanté, d'ailleurs il y a une modification aussi aujourd'hui on a un texte sur la télémédecine qui devra évoluer vers de la télésanté, donc inclure aussi le télésoin. Et dans tous les outils qui vont pouvoir se mettre en place, tels que la télésurveillance, il y a encore des questions qui se posent sur quelle organisation, quelle prise en charge on pourrait proposer pour la Polynésie française. Vous savez bien qu'il y a des financeurs à convaincre, parce qu'avec la caisse de prévoyance sociale, des fois il y a des cadres réglementaires qui peuvent être bloquants avec une organisation fixe et qui permettent pas, des fois qui ne permettent pas de faire certains projets, de mettre en place certains projets. Et ce qui nous paraît vraiment le plus important, c'est qu'il y a, pour nous, il y a des organisations qui doivent être adaptées aux besoins du territoire et aussi aux moyens disponibles, que ce soit en ressources humaines, en outils et en financement. Et dans les discussions
discussion, en fait, ce qui apparaît, c'est que la nécessité d'un cadre expérimental, en fait, pour permettre de tester en fait, les nouveaux modes d'organisation, pour voir s'ils sont bien adaptés à la Polynésie française, pour les évaluer avant de les généraliser. Alors maintenant, dans les opportunités de la santé numérique, déjà on voit, je pense que vous avez tous vu dans la presse ces derniers temps, une volonté politique en fait, de positionner le numérique comme perspective de développement de la Polynésie française. Donc le président l'a annoncé par rapport à la connectivité, la partie économique avec l'implantation de Google. Il y a eu aussi des annonces avec des écoles de formation en numérique. Et donc ça c'est plutôt quelque chose qu'on accueille, qui est vraiment une opportunité, puisque comme on a dit tout à l'heure, il y aura vraiment besoin de formation pour les compétences numériques. Et donc il y a une école qui ouvre en septembre, c'est ce qui a été annoncé. Et donc on espère pouvoir prochainement avoir toutes les compétences nécessaires formées directement sur le territoire. Donc on est un peu en retard. Donc sur les opportunités, le territoire, la télésanté paraît une évidence pour tout le monde, vu la taille de notre territoire et la répartition des îles et la densité médicale par rapport à l'endroit où les gens vivent. Donc ça paraissait un peu une évidence que ce territoire-là était le terrain idéal pour développer la télémédecine et la télésanté. La connexion donc, est en voie de développement, et puis cet écosystème de santé qui est quand même très dynamique à l'échelle mondiale et dont on va forcément bénéficier à un moment. Maintenant que la loi française nous permet de faire des choses et qu'on commence à se mettre en ordre de marche donc avec ses volontés politiques et se rassembler autour de ce sujet, probablement avancer un peu plus vite que ce qu'on l'a fait jusqu'à présent. L'organisation du système de santé en Polynésie française, c'était un rappel pour pas tellement les Polynésiens, mais pour nos amis de Gustave aussi, mais je pense qu'avec ce qu'ils ont entendu aujourd'hui, ils ont bien compris comment ça fonctionnait. Globalement, le système de santé, il y a un système de santé primaire, j'ai découpé santé primaire et santé de recours. Et donc la santé primaire, c'est essentiellement les établissements de la direction de la santé, qui sont représentés quand même, là vous voyez les étoiles, ce sont les hôpitaux. Donc vous voyez qu'il y a 3 hôpitaux seulement dans les îles peuplées de la société, et puis un hôpital dans les Marquises. Et dans les autres archipels, ce sont soit des centres médicaux, c'est-à-dire des espaces de santé avec un médecin et des soignants, ou alors parfois c'est simplement des infirmeries avec 100 médecins, voire même des postes de secours où il n'y a pas ni médecin ni infirmier ou infirmière. Donc tout ça pour dire que le dossier médical partagé pharmaceutique peut avoir son intérêt parce que globalement le système de santé il est relativement centralisé, puisqu'on voit là que c'est la direction de la santé qui coordonne l'ensemble de ces établissements. Et puis donc ça c'est la santé primaire avec les hôpitaux périphériques, juste pour vous donner une idée des 4 hôpitaux périphériques existants actuellement. Et quand on regarde le système de santé de recours, il est concentré sur Papeete avec le CHPF, 3 cliniques. Donc globalement, le système de santé, à la différence du système français qui est extrêmement éparpillé avec de nombreux acteurs différents, moi je pense que cette centralisation est à la fois un problème et à la fois un avantage. C'est que normalement on a moins d'interlocuteurs et on devrait plus facilement s'entendre. Ça c'est de la théorie, c'est pas forcément ce qui se passe, mais en tout cas on pourrait tendre vers cette idée-là. Les perspectives, le développement du télésuivi avec l'utilisation des patient reported outcomes, ce qu'on appelle PrEP, qui sont les patients qui eux-mêmes transmettent aux soignants leur propre façon de se sentir bien malade ou leur propre évaluation de leur parcours, et puis le monitorage de la satisfaction patient grâce aux outils numériques. Les offres de soins, téléassistance chirurgicale, Charles en parlera tout à l'heure. La pathologie numérique est un sujet qui est important, c'est-à-dire la numérisation des lames d'anapathe pour éventuellement des relectures à distance. Alors il y a des enjeux économiques bien sûr autour de ça, et des enjeux organisationnels, parce que d'avoir des machines ça ne suffit pas, il faut une organisation, mais c'est quelque chose qui est dans la réflexion actuelle. Bien sûr l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, et se discute en ce moment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en tant que deuxième relecteur des mammographies de dépistage, puisque aujourd'hui en Polynésie il n'y a pas de deuxième lecture à la différence de la France,
Et donc pourquoi pas l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, même si elle pourrait être appliquée dans plein d'autres. Les essais cliniques décentralisés, le numérique est une opportunité aussi pour réaliser des essais cliniques en dehors des centres dans lesquels les essais cliniques sont habilités, c'est-à-dire le centre habilité gère des patients qui sont à distance. Ça démarre en particulier à Toulouse, et donc pourquoi pas aussi utiliser le déploiement du numérique pour favoriser l'inclusion des patients polynésiens dans des essais thérapeutiques, pourquoi pas des essais thérapeutiques français, le temps que nous fassions les nôtres de manière un peu plus élargie que ce qui sont faits actuellement. La télésanté, on en a parlé, c'est à la tech, et pourquoi pas la téléconsultation avancée à discuter, et puis les communications interprofessionnelles. Donc Caroline en parlait sur les échanges sécurisés de données de santé. On vient d'avoir l'autorisation d'utiliser MS Santé, donc maintenant il faut le développer, il faut le promouvoir, et également le dossier communicant en cancérologie. Sur les données de santé, je redonne la parole à Caroline et ensuite ce sera terminé. Oui, donc l'exploitation des données de santé, c'est quelque chose d'important, puisque ça peut avoir de nombreux intérêts tant en termes d'épidémiologie, information sur la santé de la population, qui permettra de guider la politique de santé. Ça pourra permettre aussi la connaissance du coût de la santé sur le territoire, ainsi que sur les activités professionnelles et des établissements de santé, et avec tout ça, donc permettre une amélioration de la prise en charge. Il y a bien évidemment aussi, je n'ai peut-être pas dit, mais la recherche, en fait, tous les projets de recherche qui peuvent utiliser les données. Et donc le défi pour la Polynésie, c'est finalement la collecte et leur exploitation. Mais en fait, comme le disait Jean-François, on a un faible nombre d'interlocuteurs, on a une seule caisse de prévoyance sociale, on n'a pas beaucoup d'établissements et qui auront des établissements de santé qui auront pour beaucoup un dossier patient informatisé, donc avec des outils communs. Et donc finalement, le faible nombre de producteurs de données, ça devrait permettre de faciliter leur récolte. Voilà. Merci. La parole est à... Il y a des questions ou on fait après ou... Non, personne n'a. Pas de questions. Charles. Oui. Parler d'un dispositif que beaucoup d'entre vous connaissent et qui illustre bien finalement le existe ici. Et ce qu'on peut arriver à faire lorsqu'on essaie d'identifier un bon problème et essayer de trouver une solution commune. Et je vais refaire un petit récapitulatif, c'est toujours un plaisir de vous en parler, et de refaire un point finalement au bout de 5 ans, on ne pensait pas lorsqu'on a commencé qu'on arriverait là, et de savoir d'où on vient. Donc l'initiative vient de là, c'est qu'on s'était rendu compte que les cancers rares et les complexes qui représentaient 22% de tous les cancers. Et clairement, une errance diagnostique, un inconfort, une perte de chance. Donc la réponse de l'INCa, c'était qu'on devait créer des réseaux labellisés pour pouvoir adresser ces malades directement à un centre spécialisé. Le gros problème, c'est que pour la Polynésie et pour la Nouvelle-Calédonie, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, d'une part, on a un nombre de malades relatifs faible, et puis en plus, on a des problèmes locaux, de décalage horaire, d'éloignement géographique par rapport aux centres hexagonaux. Alors, pas forcément partout, mais il y a quand même dans certains territoires d'outre-mer un turnover important, et avec un risque de perte de filière lorsque vous avez un correspondant. Si ce correspondant disparaît, vous avez cette perte. Et du coup, c'est pour ça qu'avec le groupe pilote initial, on avait mis en place cette ERCP Pacifique qu'on a créé en novembre 2019, avec pour but très affiché d'être une alternative à l'évaluation systématique. De se dire que de faire 17 000 km à un patient juste pour avoir un avis médical, c'était engagé. C'est l'objectif est également de casser l'isolement, parce que vous le savez tous, l'insularité, ça peut peser. Et ça permettait ainsi d'entretenir une expertise locale qui est clairement avérée. Assurer un accès équitable aux avis spécialisés, aux innovations thérapeutiques, aux essais cliniques faisait partie des objectifs. Et lorsqu'on n'avait pas le choix, structurer la filière de recours hexagonale paraissait être une bonne solution
vertueuse. Donc la RCP, comment est-ce que ça se passe? Tous les vendredis, le premier et le troisième vendredi de chaque mois, on se connecte avec un outil de visioconférence sécurisé. On a soumis au préalable les dossiers à discuter avec intégration de l'imagerie et on discute, comme dans n'importe quel CRCP, entre des oncologues de Tahiti, de Nouvelle-Calédonie et de l'IGF. Et donc voilà le bilan. Bilan au bout de 5 ans. Alors tout d'abord, 5 ans de fonctionnement continu. C'est intéressant à noter parce qu'y compris pendant le Covid, y compris pendant les événements de Nouvelle-Calédonie, on a continué à discuter ces dossiers. Et cet accès à l'oncologie spécialisée, c'est maintenant 2525 discussions de dossiers, avec une montée progressive, aujourd'hui à peu près 500 à 550 dossiers discutés annuellement. La moitié de Nouvelle-Calédonie, la moitié de Polynésie. Ça fait 1500 patients, à peu près 1456. Pourquoi est-ce que le chiffre n'est pas exactement le même? Parce que certains patients sont discutés plusieurs fois, parce qu'on a besoin d'un complément d'exploration, parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments, parce qu'on a besoin d'avoir une sur-discussion du dossier, une représentativité pathologique des dossiers discutés qui n'est pas exactement celle qu'on peut voir dans la population générale, on en parlera un petit peu après. Et au final, sur 2500 discussions de dossiers, 367 décisions d'Evasan, ce qui fait 13% des discussions de dossiers et 23% des patients. Donc finalement, l'objectif de limiter les Evasan nous paraissait rempli. Si on regarde pour la Polynésie, 1223 discussions de dossiers, donc la moitié, 722 patients. Okay. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une grosse proportion de sarcomes, de tumeurs neuroendocrines, de cancer du système nerveux central, de cancer de la peau, finalement une représentativité qui n'est pas celle de la population générale. Comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par 169 Evasan en 5 ans, 14% des discussions, 23% des patients discutés. C'est comme pour la RCP en général, c'est tout à fait similaire, que ce soit les patients de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie. Pour la mise en perspective, je vais aller très rapidement sur ça, mais vous voyez ici que la RCP discute principalement des cancers rares et complexes, donc elle a là encore atteint son objectif. Et ne se substitue absolument pas à l'expertise des oncologues et des chirurgiens locaux. Elle est juste en complément pour des cas inhabituels, rares, et pas pour le tout. On a essayé de regarder un petit peu s'il n'y avait pas d'autres bénéfices que ce bénéfice d'ordre médical. Et donc, avec Centrale Supélec, l'école d'ingénieur, on a regardé s'il n'y avait pas un bénéfice économique à cette RCP en visioconférence. Et donc, on a essayé de mesurer le coût moyen d'une Evasan. Et on est à peu près à 4 275 000 euros. 35 000 euros. Alors, comme on n'avait pas les chiffres d'avant la RCP, on l'a modélisé différemment sur base du nombre potentiel d'Evasan évités. Et donc, on a fait 3 paniers. 10% d'Evasan évités sur base des discussions qu'on a fait, 25% d'Evasan évités, 85% d'Evasan évités. Et vous voyez les chiffres qui deviennent très intéressants, qui vont de 700 000 euros à 6 millions d'euros s'il y avait 85% des Evasan évités, ce qui n'est probablement pas ça. En réalité, on est probablement aux alentours de 25%, ce qui fait quand même presque 2 millions d'euros économisés à la CPS par an, rien qu'avec cette collaboration et cette télémédecine structurée répondant à un besoin du territoire. En plus, on a même regardé s'il n'y avait pas un bénéfice écologique, et là, c'est simplement sur base du CO2 économisé en évitant les Evasan. Là, vous voyez aussi, là encore, 10, 25, 85, là, vous voyez les chiffres. Ça parle de même, donc entre 754 tonnes de CO2 à 6400 tonnes de CO2 économisées par an grâce à cette RCP en téléconférence. On a regardé s'il n'y avait pas quand même d'autres bénéfices non chiffrables de cela. Pour les professionnels de santé, le premier, c'est qu'on a un interlocuteur hexagonal, identifié, stable dans le temps. On sait à qui s'adresser et on sait qu'on va avoir une réponse. On a un appui spécialisé médical avec un portail unique, toute pathologie confondue. En fait, on n'a pas besoin de réfléchir, on va discuter. Quand on a un doute, on peut poser la question. La tribune d'accès est régulière, on a un accès aux thérapies du ventre, accès à la recherche clinique, et on a un relais éventuellement, parce que malgré tout, cette RCP sert de noyau aussi, avec les anapathes, les biologistes et les radiologues. Et la structuration, là, quand on n'a pas le choix, il faut quand même prévoir les Evasan, on peut le justifier auprès de nos tutelles en disant on en a discuté en RCP, donc clairement c'est une chirurgie ou un geste qui n'est pas disponible sur le territoire, donc il faut la faire dans l'Hexagone. Pour le patient,
là aussi les bénéfices sont non chiffrables, sont réels. Vous avez un accès à un appui spécialisé, toutes pathologies confondues, y compris pour les cancers rares et complexes, avec, c'est difficile de l'estimer, mais probablement une limitation de la perte de chance, et surtout une diminution du délai de prise en charge. Ça, je l'ai vu dans certaines pathologies rares. Le fait d'avoir cet accès direct permet d'avoir très rapidement une réponse à une question parfois qui peut prendre beaucoup plus de temps, y compris en école. Réduction de disparité territoriale d'accès aux soins, clairement, l'accès aux thérapies innovantes et à la recherche est assuré par ce RCP. Probablement le plus grand bénéfice pour le malade, c'est le traitement des patients à proximité de domicile. C'est que depuis le début, l'objectif de cette RCP, c'est de maintenir les patients sur le fait de loi, et donc sans gain. Et après, quand on n'a pas le choix, on structure la filière de recours, ce qui permet d'une part de planifier les VASAN et probablement de diminuer sa durée, mais aussi de permettre un accueil par une équipe sensibilisée à des patients, avec des professionnels de santé qui connaissent les problématiques du territoire et du patient community. Si on regarde les motifs des VASAN, on va aller rapidement sur ça pour la diapositive suivante, elle est un peu plus lisible. Donc je n'ai pas les chiffres pour les 5 ans, mais pour les 4 premières années, l'immense majorité des évacuations sanitaires se faisait pour des chirurgies pour des tumeurs rares et ou complexes. Donc un curage lombo-aortique, des chiffres, des chirurgies de sarcome, des chirurgies orthopédiques complexes, de l'ORL, des tumeurs neuroendocrines. On en reparlera un petit peu dans le transfert de compétences, mais c'était la première cause des évasins. Deuxième cause, c'était des gestes de radiologie interventionnelle, avec de tout. Il y avait des biopsies, on en reparlera également aussi dans les transferts de compétences, mais également des chiffres de normalisation, des cryothérapies, aussi des destructions de lésions osseuses. Ça comptait pour 23% des évasins. Le PET scanner, alors de façon isolée, ce n'est que 12% des évasans, mais au final, si on additionne tous les patients qui ont une évasane, et à Gustave aussi, parce que ce sont les seules données qu'on ait, suite à la RCP Pacifique, 40% des patients ont un PET scanner, rappelant un tout petit peu l'importance de cet examen qui n'est toujours pas disponible sur le territoire. Toute la radiothérapie complexe, 12%, et finalement, la prise en charge en oncologie médicale spécialisée est assez limitée, puisqu'on peut quand même, pour l'immense majorité des cas, se reposer sur l'expertise locale et délocaliser les spécialisations, nous le savons aussi, ici auprès des oncologues du territoire. Après, cette préservation de la fertilité et quand même 10% des patients qui ont pu être inclus dans un essai thérapeutique. Donc finalement, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire aujourd'hui que cela, c'est qu'au bout de 5 ans de RCT Pacifique, on se rend compte que 1200 discussions de dossiers pour 722 patients de Polynésie, c'est pas négligeable. 169 décisions des VASAN, un chiffre qui est relativement stable dans le temps et qui va probablement diminuer grâce aux nouvelles recherches qu'on est en train de mettre en place. On a du mal à savoir exactement la place du RCP, mais probablement qu'elle a permis de réduire de moitié le taux des VASAN simplement en discutant des dossiers au préalable. Ce qui est certain, c'est que ça diminue leur durée quoi qu'il arrive. Les motifs des VASAN des patients en Polynésie, c'est des gestes techniques complexes pour la majorité, dans les 2 tiers. Mais retenez quand même que le PET scanner, on en a comme souvent besoin, dans presque 40% des cas. Le bénéfice non chiffrable le plus important pour le malade, c'est le traitement à domicile, clairement. Ça a toujours été l'objectif de ce partenariat. Et ensuite, il faut rappeler quand même à nos payeurs, il y a sûrement un bénéfice économique annuel qui est de, au bas mot, 150 millions de francs, et un bénéfice écologique réel. Et je voulais vous remercier, et je reste à votre disposition si vous le souhaitez. Merci Charles. Peut-être on fait les questions après la présentation de Laurie sur les VASAN, parce que c'est un peu la continuité de ça. Donc Laurie est coordinatrice de la RCP Pacifique et puis Marion qui est responsable de la cellule des VASAN de Polynésie. Donc, bonjour à tous, donc je vais compléter un petit peu ce que Charles a dit juste avant, mais plus en détail, en vous expliquant un petit peu l'organisation de la RCP Pacifique au niveau secrétariat, puisque avant cette discussion de dossier, vous allez voir qu'il y a tout un parcours pour que ces dossiers soient présentés au niveau de la RCP.
Donc le contexte, effectivement, on va passer très vite dessus. Donc depuis 5 ans, réunissant des professionnels de santé de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Donc la composition de l'équipe pluridisciplinaire, elle est composée à Gustave Roussy d'oncologues, de chirurgiens et de radiologues. Et puis sur les équipes d'outre-mer, on va retrouver des oncologues et des radiothérapeutes qui vont participer à cette RCP Pacifique. Et j'interviens également dans cette équipe multidisciplinaire sur l'organisation de réception des dossiers et de présentation de préparation. Alors, les membres de la RCP, un petit peu actualisés, puisque il y a des départs, il y a des arrivées de médecins sur différentes îles, et donc on a des correspondants en Polynésie, actuellement avec certains qui viennent d'arriver pour nous rejoindre depuis novembre. Et puis on a une équipe un petit peu plus pérenne sur Gustave Roussy, avec le professeur Ducreux, Charles Honoré, le docteur Flippo, notre radiologue Gabriel, nos sénologues qui sont ici présents, et puis au niveau de la gynécologie également, notre oncologue Félix. On a également, donc là je vous ai présenté les médecins qui étaient sur la RCP les vendredis matins, et puis on a aussi des référents qu'on a définis sur Gustave Roussy, identifiés, pour permettre de passer nos dossiers dans les RCP référentes en amont ou après discussion en RCP Pacifique. Donc vous retrouverez ici tous les noms des référents. Donc, pour le digestif et neuroendocrine, on a le professeur Ducreux. Sur la gynécologie, donc le docteur Blanc-Durand, avec Patricia Gauthier qui est notre actuelle chef de service. Sur le génito-urinaire, donc Ronan Flippo et Natacha Naoun qui va être plus sur les ajas, sur les testis. Le sarcome, Charles Honoré, la scénologie, Chalima et Jean qui sont ici présents, la dermatologie, l'hématologie, le thoracique, et puis notre radiologue Gabriel Garcia qui assiste à nos RCP. Alors, comment on demande un avis à Gustave Roussy ou une prise en charge formation outre-mer via la RCP Pacifique? Alors, il y a deux moyens. Le plus simple et un peu plus rapide, c'est via la messagerie. Donc, on envoie un mail et dans ce mail doit être mis plusieurs parties du dossier, dont une fiche RCP qu'on a établie avec les coordonnées du patient, avec l'histoire de la maladie et puis un petit peu les traitements reçus et surtout la question qui va être posée à la RCP. Compte rendu de consultation d'oncologie, le compte rendu opératoire, surtout le compte rendu ANAPAT, et puis ce qui va apporter et qui va être vraiment très important, c'est le compte rendu d'imagerie et les images qui vont devoir nous être transférées grâce à un lien HTTPS et qui va nous permettre de visualiser les images pour rendre l'avis le plus pertinent possible. Et puis on a cette deuxième plateforme, donc on fait les RCP sur l'application OnFilm, et l'application OnFilm permet également de déposer les dossiers. Donc on a créé une page dédiée à la RCP Pacifique et les personnes qui y sont invitées. Donc pour y être invité, en fait, il faut faire une demande auprès du prestataire d'Eurofilm, et donc pour rejoindre cette RCP Pacifique. Et à l'aide d'un code SMS que vous recevez sur votre portable, vous pouvez vous identifier. Alors, on peut déposer des fiches en réceptionnant ces fiches, on voit effectivement que plusieurs médecins soumettent des différents cas avec dans chaque fiche un patient et qui va être déposé par le médecin référent et puis qui va être enregistré dans les soins. Alors, cette réception de fiche, elle se fait, vous pouvez déposer donc, votre fiche et à l'intérieur, vous pouvez également déposer
les documents sous différents formats, PDF, JPEG, et puis vous déposez également des images au lieu de faire ce téléchargement via le lien, vous pouvez également les télécharger sur l'application mobile. Une fois on télécharge cette fiche au format PDF, on va aller intégrer dans notre dossier médical informatisé. À réception donc, de tous ces éléments, on va pouvoir créer ce dossier à vie à Gustave Roussy. Donc il va y avoir une référence avec un numéro de dossier qui va être créé pour chaque patient qui va être discuté, avec en règle générale quelques données, hein, le nom, le prénom, la date de naissance, et puis ce qu'on appelle nous le comité, c'est défini en fonction de la tumeur d'origine du patient. Et puis le médecin référent, donc en fonction des spécialités comme je vous ai montré, les médecins ont des trigrammes, on va référer avec la pathologie. On a créé le dossier, on va pouvoir récupérer les images que vous avez déposées sur le serveur, et puis celles-ci vont être intégrées dans le dossier informatisé et qui vont pouvoir être visualisées par notre radiologue. On intègre également tous les dossiers, dans le dossier tous les documents qui nous ont été transmis, comme le compte rendu ANAPAT, les comptes rendus de consultation. Et puis, au décours de cette création, la RCP Pacifique intervient, et là, il va y avoir en amont une préparation du compte rendu avec un résumé de l'histoire de la maladie et la question posée, et au moment de cette RCP Pacifique va être notée la décision qui a été prise pendant cette RCP. Si toutefois un des professionnels qui est présent à la RCP n'a pas, l'avis nécessite un avis spécialisé dans une RCP autre que la RCP Pacifique, on va pouvoir inscrire ce dossier en amont à la réception dans le comité référent, et puis cette réponse sera donnée à nos interlocuteurs lors de la RCP Pacifique. Donc, je vous ai mis un modèle de compte rendu de RCP Pacifique, donc on reprend tous les médecins qui étaient présents à cette RCP. Et puis, avec ce résumé d'histoire de maladie, la question posée et surtout la décision de la RCP. Et ce compte-rendu est téléchargé au format PDF, puisque sur un correspondant de métropole, on va pouvoir envoyer par courrier. Là, on imagine effectivement qu'un courrier va mettre un minimum de temps à arriver, ou pas. Et donc l'idée que nous avons eue, c'est effectivement de faire deux mails différents, un pour la Polynésie, un pour la Nouvelle-Calédonie, en y mettant à chaque fois tous les comptes rendus au format PDF pour d'avoir une réception au plus vite, pour une intégration au plus vite dans les dossiers, et puis s'il y a surtout des demandes des VASAN, de pouvoir lancer au plus vite avec notre compte rendu de validation des VASAN ce document qu'on envoie également à nos collègues coordinatrices de la cellule des VASAN. Donc en cas des VASAN, on organise, il va y avoir l'élaboration du parcours de soins avec la programmation de l'ensemble des rendez-vous. Donc la RCP a lieu le vendredi, on table un petit peu sur 2-3 jours. Donc la convocation est mise le mardi environ, et puis on envoie au médecin référent qui suit ce patient sur la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie, et on la transmet également à la cellule EVASAN qui va pouvoir en amont recevoir le patient pour commencer à préparer tout ce chemin, mais ça c'est ma collègue qui va vous en parler après. Voilà. Et puis on a créé une base de données Excel pour le moment avec les 2500 dossiers dont Charles vous parlait. Voilà, avec
une base de données qui a permis de sortir ces données chiffrées avec toutes les pathologies, les types de tumeurs, les conclusions, les décisions au décours de cette RCT, le nombre de fois où ils peuvent passer. Voilà. Donc, tous ces chiffres découlent de notre base de données qui a maintenant 5 ans. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Finalement, le malade part de Polynésie vers Gustave aussi ou Annie. Donc moi, je vais vous parler de la cellule Evasane. Je vais vous expliquer comment s'est créée la cellule. Donc en fait, en mai 2023, il y a eu une panne de l'accélérateur de particules du service de radiothérapie de l'hôpital. Et donc, il y a eu une crise où on a réuni plusieurs intervenants et on a décidé du coup, comme il n'y avait plus qu'un seul appareil en place, d'évasaner une partie des patients qui nécessitaient une radiothérapie pour soulager la seule machine qui est restée en place. Du coup, l'ICPF a participé à cette cellule de crise et du coup, on est venu en soutien pour accompagner les patients qui devaient partir un peu au pied levé et puis aussi pour soulager les services qui s'occupaient habituellement des évacuations sanitaires, parce qu'il y avait une augmentation du nombre de patients évacués. Et en fait, quand on a fait le bilan à la fin, une fois que tout était revenu à la normale, on s'est rendu compte que c'était quand même plutôt utile. Et donc on a créé CAP Evasane. Donc CAP Evasane, ça veut dire cellule d'accompagnement des patients évasanés. Et on a lancé officiellement le début le 1er septembre 2023, donc ça fait moins de 2 ans. Concernant l'organisation, au niveau des ressources humaines, donc on a 2 infirmières qui sont en alternance sur la cellule, donc à 50% chacune. Donc c'est Marie-Ange et Jennifer. Et puis moi qui suis plutôt en gestion de projet et en soutien en cas d'augmentation de l'activité. Donc on est ouvert du lundi au vendredi, on accueille les patients de 8h à 14h. C'est pour ça qu'on s'occupe des évasanes qui sont des évasanes qui ne sont pas urgents. C'est-à-dire urgent, c'est tout ce qui est les départs à moins de 5 jours, ça on ne peut pas s'en occuper puisqu'on n'est pas ouvert non plus le week-end ni le soir. Donc on est situé au 2e étage depuis tout récemment, depuis le 3 février. On est situé au niveau du bureau de la Ligue contre le cancer, ce qui permet aussi de pouvoir effectuer des entretiens plus confidentiels avec les patients. Nous, on s'occupe des évasanes internationales uniquement, donc la France et la Nouvelle-Zélande, et les patients des services d'oncologie, donc le service d'oncologie du CHPF, la radiothérapie, certaines spécialités de l'hôpital aussi, et depuis le mois de juillet, on s'est étendu aux médecins libéraux, donc toujours les médecins qui s'occupent de patients cancéraux ou en suspicion de cancer. Alors ça c'est le flyer qu'on a créé pour les patients, pour qu'ils puissent un peu plus comprendre qui fait quoi dans leur évasane. Donc on a une partie en haut, donc d'abord le CHPF, ensuite ce que fait la CPS, qu'est-ce qu'elle va prendre en charge, ensuite Europe Assistance, pour un peu distinguer tous les intervenants. Et puis du coup on a mis notre rôle aussi, notre numéro, donc les patients peuvent nous appeler, nous envoyer des mails, on reste toujours disponible. Et puis on a mis aussi des associations qui peuvent soutenir les patients pendant les évasanes, donc avant leur départ et puis en France. En Nouvelle-Zélande aussi. Le rôle de CAP Evasane, c'est de coordonner et faciliter les démarches administratives et logistiques liées aux évasanes. Une des forces aussi, c'est d'être l'interlocuteur privilégié entre le patient et tous les intervenants, donc le médecin, la CPS, Europe Assistance, les associations, les établissements receveurs.
Et une autre force de la cellule, c'est qu'on est composé uniquement d'infirmières. Donc, de par notre formation et notre expérience respective, ça permet aussi d'avoir un accompagnement encore plus ciblé sur le patient. Donc, on veille aussi à la qualité et à la continuité des soins tout au long du processus de l'Evasane, donc avant, pendant et après l'Evasane. Et donc, l'intérêt, on explique au patient et on le rassure dès qu'il a l'annonce de son Evasane. Donc en fait, avant qu'on existe, on va dire, certains services n'avaient pas forcément le temps d'expliquer tout le processus, tout le déroulé de l'Evasane au patient. Et tant que le dossier n'était pas reçu par la CPS et Europe Assistance, le patient restait avec ses questions. Et donc là, nous, l'avantage, c'est qu'on peut le recevoir dès qu'il l'annonce et on a vraiment le temps dédié pour ça. Et c'est aussi un gain de temps pour les médecins et les secrétaires, car il y a moins de sollicitation des patients et des autres intervenants. Et un autre intérêt, c'est le suivi des patients à leur retour d'Evasane, surtout pour les Evasanes de longue durée, pour ne pas les perdre de vue, surtout s'il y a un changement de médecin, que le patient soit bien suivi et qu'il reste dans son parcours à son retour en Polynésie. Alors j'ai fait un petit focus sur les points à améliorer, enfin 2 gros points à améliorer. C'est améliorer les contacts avec les structures d'accueil en France. Parce qu'en fait, Cap Evasane n'est pas systématiquement dans les échanges mail, donc on n'a pas l'information du retour du patient. Donc en fait, on doit faire le suivi sur notre tableau avec regarder chaque ligne de patient et estimer qui est peut-être rentré. Donc c'est assez chronophage. Et on n'a pas non plus, en fait, quand un médecin part du CHPF, donc du coup, c'est plus ce médecin-là qui suit le patient, la boîte mail est désactivée et il n'y a pas de transfert de mail. Donc on a déjà eu des pertes d'informations médicales parce que une fois que la boîte mail est désactivée, on n'a plus la suite. Et aussi, on n'a pas l'information quand le patient décède. Donc ça, c'est un peu compliqué, surtout que quand on prend contact avec la famille et la famille nous annonce le décès, c'est pas vraiment leur rôle. Aussi, un point amélioré, c'était la compréhension du patient sur son parcours de soins, parce qu'on sait que quand on explique aux patients, s'ils ne sont pas encore prêts à vraiment écouter, ils ne vont pas forcément digérer l'information, ils ne vont pas forcément retenir tout ce qu'on leur explique. Donc on a un projet vidéo en collaboration avec l'IGR. Donc c'est une vidéo qui va expliquer étape par étape le parcours du patient. Et en fait, on va faire une version en français et en tahitien. Et le tournage commence demain. Donc on va faire une première partie en Polynésie et puis la deuxième partie à l'IGR. Alors le but de la vidéo, c'est pas de recevoir le patient en entretien et lui montrer le film, c'est qu'il puisse regarder à tête reposée avec sa famille, quand il est à un moment où il est plus réceptif, où il pourra plus retenir les informations et puis aussi mieux se projeter. Donc pour conclure, depuis la création de la cellule en septembre 2023, on a quand même pu montrer notre importance dans l'accompagnement des patients évasanés, dans la coordination avec les différents acteurs de santé. Donc j'ai dit qu'il y avait quelques améliorations à apporter, donc sur l'amélioration des échanges avec les structures d'accueil et le renforcement aussi du suivi du patient, notamment à son retour. Voilà, donc grâce à l'engagement continu et les améliorations qu'on va cibler, on pourra consolider notre rôle essentiel dans l'optimisation du parcours des patients évasanés et leur offrir un accompagnement toujours plus efficace. Donc, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Peut-être on fait une série de questions sur ces sujets Evasane et RCP, enfin RCP plutôt et puis Evasane. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des propositions?
des avis d'amélioration. Il y a beaucoup dans la salle de gens impliqués dans beaucoup de ces sujets. Donc, moi j'ai une petite question. Les adresses mail GR, j'imagine qu'elles sont tous messagerie sécurisée de santé. J'ai pas pris le temps de vérifier dans mes signatures, mais on est en train de le déployer largement là au niveau du CHPF. Pour l'instant, les boîtes de nomination ont été créées pour les mentions des praticiens. C'est en train de se faire. Et pour les CPF, c'est en train de se faire aussi. pour les secrétariats, il y aura aussi des boîtes sécurisées pour les secrétariats. Il y a tout un travail d'uniformisation à faire. Ça veut dire que peut-être bientôt les dossiers arriveront. Alors par contre, il faut bien se rappeler que la messagerie sécurisée elle fonctionne sur un système de tunnel et qu'il ne faut surtout pas envoyer des messageries et des messages avec des CC parce que sinon ça ne marchera pas. Ça peut être que un interlocuteur MS Santé à un autre interlocuteur MS Santé. Ça, les docteurs ils ont du mal à comprendre, mais c'est comme ça que ça marche. Ça ne peut pas marcher si vous mettez un CC, sinon ça va casser le tunnel. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Ça marche que de MSS à MSS et d'une personne à une personne. C'est pour ça que ça marche jamais, parce qu'en fait c'est pour ça que ça marche pas. Parce que ça crée ce tunnel entre les deux, mais si tu mets 3 personnes, alors je pense, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent encore mieux, s'il y a des RSSI ou des DPO plus actualisés dans la salle, mais vraiment c'est ça la règle. Si on met un CC dans un mail, ça marche plus le truc. Même si, parce que soit vous passez par le site MS Santé, et dans ces cas-là, vous êtes sur le site et vous avez, je crois, pas le choix. Et si votre MS Santé il est interfacé avec votre Outlook et que automatiquement, si vous adressez un A avec MS Santé, ça choisit directement votre messagerie MS Santé, mais si vous mettez un CC, ben, ça va pas marcher. Même si le CC est lui-même MS Santé. Non, même si le CC est lui-même MS Santé. Mais il faudra vraiment demander, à moins qu'il s'est évolué sur ça, mais je ne crois pas que ça ait changé. Parce que je pense que techniquement, comme ça crée un canal fermé entre les deux, ça ne peut pas faire un canal fermé s'il y a 3, ça marche plus. Pour rebondir sur ce que vous dites, donc l'IGR n'a pas de messagerie systématique MS Santé, on a la possibilité de le faire, mais notre messagerie standard n'est pas une messagerie sécurisée, ce qui pose effectivement des questions très très importantes concernant la confidentialité des échanges, mais ce qui facilite aussi des échanges multipartites, comme tu le dis, notamment pour des situations compliquées qui nécessitent des avis un petit peu divers et variés. Mais on touche du doigt également le fait qu'on a une infrastructure qui a été une des premières informatisées et qui, à l'heure de changer de système avec 15 000 protocoles de chimio déjà interfacés et des millions de comptes rendus, pose effectivement des soucis de lourdeur de migration et de rénovation qui sont très très importantes. Donc, mais qui sont en cours et indispensables. Spécialiste de l'informatique, c'est en cours. Parce que Michel Ducreux s'appelant Ducreux et qu'au CHPF, il y a aussi un monsieur Ducreux qui est au service informatique. Souvent, tu recevais des mails où on te demandait de régler les problèmes RSSI du CHPF. En tout cas, moi, je me trompais régulièrement. Et donc, tu me disais, maintenant, c'est pas moi le responsable informatique. Moi, j'avais une question sur la gestion, Laurie, donc, tu nous as décrit un petit peu toutes les étapes qui se passaient quand tu recevais les dossiers des dossiers, des éléments cliniques qu'on t'avait envoyés pour présenter un dossier à la RCP. Il y a quand même tout un travail, si j'ai bien compris, entre tout ce que tu vas recevoir, soit par email, soit sur Refim, soit sur Acetiam, et parfois tu as au moins 3 voies d'arrivée. Pour tout ça, réintégrer ça dans votre dossier interne, c'est ça, pour que au moment de la RCP, tout soit comme si c'était un patient de Gustave Roussy, c'est ça? Oui, alors l'idée c'est vraiment d'identifier à la première fiche reçue la pathologie et la question posée. Comme on discutait ce matin, c'est vrai que s'il y a besoin d'un avis spécialisé, chirurgical ou autre, on va pouvoir en amont adresser ce dossier à nos correspondants des autres RCP pour justement faire ce gain de temps, puisque les RCP sont tous les 15 jours. Et c'est vrai que si on reçoit un dossier dès le lendemain de la RCP Pacifique, eh ben, il va y avoir ce temps des 15 jours qui va s'écouler. Et puis après, on va se dire, le jour de la RCP Pacifique, ah ben, finalement, on a besoin d'un avis chirurgical. Donc là, il y a quand même ce travail de découpage, de se dire, ben, qu'est-ce que je fais de ce dossier? Est-ce qu'on est capable
d'en discuter? Est-ce que j'ai les bons interlocuteurs le jour de la RCP, ou est-ce qu'il va falloir que j'en discute un petit peu avant et qu'on fasse passer le dossier? Et puis, tout au long de cette période de 15 jours, il y a également ce contrôle de se dire, est-ce que j'ai bien reçu les images? Donc tout au long des 15 jours, on va relancer effectivement, s'il n'y a pas les images qui sont arrivées, soit les secrétariats, soit directement le médecin, en disant, est-ce que tu peux vite m'envoyer les images, parce que sans les images, le dossier ne va pas pouvoir être discuté. Donc c'est vrai que le dossier doit être le plus complet possible pour justement rendre le meilleur avis possible, et puis prendre cette bonne décision. Surtout lors de nos visioconférences, on a quand même cet échange oral qui se fait, de présentation avec des compléments de dossier qu'on peut apporter. Et c'est vrai que dans les autres RCP, eux n'ont pas cet échange. Et c'est vrai que si la fiche n'est pas forcément complétée avec d'informations qui vont pouvoir permettre de discuter le dossier et de prendre la meilleure décision, c'est vrai que l'importance d'avoir un dossier le plus complet possible. Donc ce dossier informatisé, il est considéré à Gustave Roussy comme un dossier potentiellement qui va venir un jour à Gustave Roussy en définitif. Et il est aussi considéré au même titre qu'un avis qu'un médecin ou qu'un patient pourrait nous demander de Bordeaux, de Marseille, de n'importe quelle ville. Merci. Peut-être on peut m'entendre. Il y a Fadi hier qui est monté au créneau en disant que c'était pas simple de transmettre les images. Et c'est vrai que ça reste. C'est pas propre à la Polynésie parce qu'on a aussi. C'est pas toujours simple de transmettre des images entre Gustave Roussy et l'hôpital Bicêtre, les deux étant distants d'à peu près une station de métro maintenant. Donc comme quoi c'est un problème complexe, mais les images comme c'est un gros volume de données et les formats d'ICOM, c'est vraiment ce dont les radiologues ont besoin s'ils veulent faire des reconstructions, etc. Est-ce que, comme on a abordé un peu le sujet hier, on peut en reparler un petit peu ce soir? On n'a pas voulu répondre à Fadi hier soir parce qu'on ne voulait pas donner des faux espoirs, mais avec Julien qui est là dans la salle, qui est nucléariste, et on a essayé de faire avancer le sujet. C'est compliqué, et là ce qu'on est en train de peut-être d'arriver à aboutir, c'est de faire en sorte que les images qui sont réalisées par le... En fait c'est assez simple parce qu'en Polynésie, des scanners, il n'y en a que 2. Enfin, on va dire 3 endroits, soit c'est la direction de la santé pour les scanners de Raiatea et des Marquises, mais c'est rarement, bon voilà, c'est on va dire plus anecdotique pour la majorité des patients cancéreux. Sinon c'est l'hôpital ou le scanner de ville, il n'y a que 2 endroits. Et avec l'hôpital qui sont en train de mettre en place leur logiciel DPI, on n'ose pas trop solliciter sur le PAX, mais par contre sur le scanner de ville, on est en train de voir avec l'équipe si les scanners pourraient être intégrés, les scanners IRM faits en ville pourraient être intégrés de manière automatique dans Rofim à partir du moment où le dossier, où le patient est présenté et intégré dans Rofim. Donc ce ne serait pas un appel automatique, c'est-à-dire que ce ne serait pas je rentre le nom et le scanner arrive tout de suite, mais c'est une démarche d'aller chercher le scanner et s'il existe, alors de le faire venir, mais ça ferait gagner beaucoup de temps parce que pour nous, ici, télécharger les images, et vous savez bien que certains médecins avaient du mal à mettre ça en place parce que ça peut prendre, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on peut se limiter le nombre de patients RCP, parce que parfois il faut une demi-heure pour faire ce téléchargement, il faut y revenir tout le temps, vérifier que ça a bien téléchargé le premier fichier qui est mis sur ton ordinateur, qui est du zip, qui n'est pas lu par Rofim ni par Acetial, il faut des IP, tu dézippes et puis après tu télécharges, des fois il n'y a que la moitié des images qui arrivent, une fois sur 2 ça n'arrive pas chez vous, une fois que c'est arrivé dans Acetial ici. Donc tout ça, ça peut être une demi-heure, quand je dis une demi-heure, c'est des fois 45 minutes. Alors on fait autre chose entre temps, donc des fois c'est 2 heures, et en fait ça peut être... Donc ça déjà, on espère arriver à aboutir à ça. C'est pas très compliqué, il faut payer de l'interop en fait. Et donc normalement, l'ICPF s'est engagé à payer cette interopérabilité avec le scanner privé, mais pour le scanner de l'hôpital, ben, ça sera possible, mais peut-être un peu plus tard quand les équipes techniques seront...
Et puis en plus, vous devez changer votre... Les questions de changer de liste, c'est peut-être le même. D'accord, donc s'il y a en plus un changement de logiciel d'interne. Donc oui, au moins la moitié des... Donc pour les professionnels de ville, ça devrait vraiment simplifier les choses. Et une fois que les images seront sur Rofim, elles pourront même potentiellement être vues par les médecins de l'hôpital sans aller chercher le code du scanner et le rentrer. Il suffira d'aller sur Rofim et les images au moins seront là parce qu'ils ont un viewer en plus Rofim qui est pas trop mal, donc qui permettra de lire. Et après, si l'hôpital veut réintégrer, comme vous le faites, parce que j'ai compris que vous réintégriez les images qu'on vous envoyez dans votre propre PAX. Ici, ça c'est pas fait à l'hôpital parce que ça demande trop de ressources humaines. Mais bon, déjà, si c'est quelque part dans un endroit visible, ce sera déjà pas mal. Donc potentiellement, oui, ça devrait régler ce problème. Enfin, j'espère. Sur bon, les RCP qui évitent les EVASAN, mais une fois que l'EVASAN est décidée, est-ce que tout ce qui vous touche entre la Polynésie, les associations CAP-EVASAN et Gustave Roussy, vous avez l'impression que les conditions d'une bonne EVASAN, entre guillemets, si tant est qu'il puisse y en avoir une bonne pour quelqu'un, mais la moins mauvaise organisation de l'EVASAN, est-ce que c'est de se rapprocher de quelqu'un que connaît le patient en dehors d'un circuit établi, ou est-ce que finalement d'avoir des circuits comme ça bien identifiés n'est pas plus performant pour la qualité de vie du malade évassané? Est-ce que vous avez des retours sur ça, de patients qui seraient partis dans des centres où ils sont souvent envoyés versus des endroits ou dans des villes ou des hôpitaux où ils sont peu allés, avec un retour qui pourrait dire bah non, finalement j'aurais dû aller dans un endroit où j'étais bien accueilli parce que finalement à Paris il y a des associations, il y a la CPS, il y a des gens qui connaissent la Polynésie versus un autre établissement de quelqu'un qui serait parti dans un autre établissement sans forcément une famille mais qui aurait souhaité aller pour une raison ou une autre se rapprocher du cousin, de la cousine. Est-ce que vous avez des avis et des retours là-dessus? L'équipe CAP-EVASAN, et après peut-être Athéa, si tu as des retours de ça. Alors, de toute façon, les villes conventionnées, en règle générale, ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que le fait de le faire sur Paris, les patients sont quand même plus accompagnés, notamment par les associations, et c'est vrai que quand on a des patients qui ont vraiment jamais voyagé, jamais été en France, le fait notamment d'aller à Gustave Roussy, c'est d'ailleurs le cas d'une patiente ce matin dont on a parlé, fait que c'est vraiment bien rodé, les associations aussi sont là, et on a eu des difficultés des fois sur des patients qui sont partis même dans des villes conventionnées où les choses sont quand même moins cadrées, moins rodées. Mais après, voilà, c'est après aussi selon chaque patient, chaque expérience qui fait que c'est un peu différent. Après, les villes conventionnées, mais souvent non conventionnées, là, on a plus de difficultés en tout cas. Ça, c'est quand c'est à la demande du patient pour rapprochement familial, par exemple? Oui, en fait, on a des rapprochements familiaux, mais parfois les familles ne peuvent pas forcément accueillir. On a eu le cas, par exemple, d'un patient qui a demandé à partir sur Nice parce que sa fille était là-bas, mais ne pouvait pas l'accueillir parce qu'elle était dans un logement de l'armée. Et on a eu des difficultés parce que, du coup, le patient, enfin, sa fille ne pouvait pas forcément l'accompagner, il n'y avait pas de transporteur conventionné. Voilà. Et après, les autres difficultés qu'on a parfois, c'est pour les patients sécurité sociale, où là, pour le coup, là, c'est le même problème que ce soit sur Paris ou peu importe l'endroit où ils partent, puisque l'hébergement n'est pas pris en charge par la CPS. Et là, c'est vrai que j'ai eu le cas cette semaine de plusieurs patients sécurité sociale et on a eu notamment aussi des refus par rapport à ça. Justement parce que le coût, on avait une patiente qui devait partir qui a refusé finalement parce que le coût était trop important. Juste pour préciser, sécurité sociale, donc c'est des patients qui sont affiliés à la sécurité sociale métropolitaine et pas à la CPS.
Oui, c'est ça. C'est tous les patients qui sont fonctionnaires d'État, les militaires, les gendarmes. Et on a parfois des patients polynésiens qui ne sont pas au courant qu'ils sont affiliés Sécurité sociale. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'apprendre à un patient qui était affilié Sécurité sociale et qui, du coup, a appris que son EVASA n'était pas pris en charge de la même manière. Athéa, tu as eu des retours comme ça de patients qui... Quand j'étais en métropole, il y a eu souvent ce cas-là. Alors on les logeait chez notre association. Certains membres les venaient à la maison. Ça a toujours été comme ça. Et puis sinon, pour améliorer ce que Mario, pour les décès, nous les associations, on est au courant de tous les décès. Parce qu'on va aux mises en guerre. Alors si jamais, on nous appelle. Et on les voit aussi ici. Après, il y a Amazon, mais il y a Terre et Parola aussi. Voilà. Merci beaucoup. On est pile à l'heure pour la haute technologie. Charles. On voit quand même que l'organisation du Devassan reste un défi, pas toujours facile, et que j'essaie de tout faire pour permettre que les patients soient traités à côté de chez eux. Oui. C'est probablement un objectif plus que louable. Et donc on n'a pas attendu forcément les dispositifs légaux pour essayer de réfléchir aux moyens d'encore améliorer les traitements des patients polynésiens à domicile. Donc on en revient sur les données actuellement, donc 223 discussions de dossiers, 720 patients, 169 évacuations sanitaires en 5 ans. On l'a déjà dit, ça coûte cher. 4 275 000 francs par évacuation, il y a un coût écologique, un coût humain, et donc même si on essaie de faire tout ce qu'on peut pour améliorer la facilité de l'Evassan, ça reste quand même un déracinement et un crève-cœur pour tout le monde. Donc on a regardé et on l'a analysé un tout petit peu plus finement. Alors les 119 Evassan sur les 4 premières années, donc on a regardé quelle chirurgie on avait fait. Et on s'est rendu compte que beaucoup de chirurgie digestive, des chips, c'est difficile de le mettre en place ici en Polynésie, c'est déjà difficile à faire en place à l'Hexagone, des tumeurs neuroendocrines, des chirurgies qui ne sont pas techniquement très difficiles, mais qui peuvent être un tout petit peu piliers, notamment liées aux sécrétions, pas forcément tumeurs neuroendocrines, mais des corticaux, des tumeurs sécrétantes. Beaucoup de sarcomes. Est-ce que c'est lié à l'écologie locale? Est-ce que c'est lié au biais de recrutement? C'est difficile de dire. Chirurgie ORL, parfois lourde, avec la nécessité de lambeaux. Des chirurgies neurologiques complexes, alors ce sont des curages lombo-aortiques, hein, c'est pas juste des néphrectomies, des cystectomies, et après beaucoup d'autres chirurgies. Un quart de gestes de radiologie interventionnelle avec des biopsies, des chimio-embolisations, des destructions percutanées. Là encore, le PET scanner, de la radiothérapie complexe avec de la stérotaxie, la radiothérapie vectorisée, la brachythérapie, l'oncologie médicale, la préservation de fertilité. Du coup, si on regarde un tout petit peu ça va, aux prérequis éventuels, si on analyse ces données-là pour un transfert de compétences, il y aura toujours la nécessité d'avoir la possibilité d'un recours hexagonal. Parce qu'il existe certaines chirurgies qui, clairement, ne doivent pas être réalisées hors de 2, peut-être 3 centres hexagonaux. Je pense en particulier au Chypre pour les pseudomyxomes, c'est 2 cas par million d'habitants par an. C'est illusoire et ridicule d'essayer de le faire ailleurs que dans le centre, mais il faut que ça. Il faut donc un rapport investissement-bénéfice qui soit favorable. Il ne faut pas faire tout. Et il faut surtout éviter la perte de chance et d'aller trop vite ou trop loin par rapport à ce qu'on fait. Et si on regarde finalement la liste de toutes les Evassan et de tous les motifs d'Evassan, eh bien il sort quand même 3 peut-être situations qui finalement sont assez accessibles à la grande expertise locale
sans pour autant envisager de perdre de choses. Et donc c'est la chirurgie, clairement, parce qu'il y a de très bons chirurgiens ici. La radiologie interventionnelle, très clairement, il y a probablement une voie d'accès à ce niveau-là. Et enfin le PET scanner, on sera assez rapidement sur ça, mais je pense que c'est quelque chose qui pourtant est important parce qu'il y a d'autres centres ultramarins qui sont arrivés à avoir des structures de très très haute qualité. Je pense à l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler après. Alors, le sarcome et les biopsies. Alors, le modèle du sarcome, en fait, c'est assez simple. C'est vrai que je suis en train un petit peu de tirer une balle dans le pied, mais je pense clairement que le jeu en vaut la chandelle. Tout d'abord, c'est pas très très fréquent. Donc ça veut dire que ça ne va pas trop grever et ça ne va pas, si on a besoin d'investir pas mal de temps pour quelques malades, on peut le faire. C'est une démarche diagnostique qui est très très simple, par contre ça conditionne beaucoup le pronostic. Et vous la voyez cette démarche, je la rappelle à chaque fois, mes 4 points essentiels qui permettent de garantir, si vous avez un patient qui a une masse inexpliquée des tissus doux, quelle que soit sa localisation, que vous allez lui apporter une prise en charge correcte. Il faut faire une imagerie correcte et la relire correctement. Il faut faire une biopsie diagnostique avec une technique adaptée. Il faut faire une relecture en APAT et une discussion RCP spécialisée. L'imagerie, tout comme la discussion RCP spécialisée, on en a déjà parlé pas mal, la RCP Pacifique remplit ce volet. Et donc on a aujourd'hui, via cette RCP, la possibilité, au-delà des accès en télésanté, d'une relecture d'imagerie, pour voir si la tumeur est plutôt localisée dans le rétropéritoine, dans le pelvis, plutôt viscérale, et déterminer la voie d'abord de la biopsie. Idem, on n'en parlerai pas trop, mais la relecture anatomopathologique, vous avez des projets actuellement de télépathologie qui probablement, au-delà des partenariats déjà existants, permettront, de là encore, d'éviter cette espèce de perte d'information et de faciliter les échanges entre les centres polynésiens et les centres de recours hexagonaux. La deuxième étape de la prise en charge de masse inexpliquée des tissus mous, c'est pas si rare que ça. Hein. Par rapport à la population française, ça représente à peu près 10 000 nouveaux cas par an en France. Bon, la moitié sur le sarcome, certes, hein, mais la moitié ne le sont pas, et il faut arriver à faire le diagnostic. Cette biopsie est essentielle parce que c'est une image que je montre assez souvent, mais vous voyez une boule, une boule, une boule, une boule, une boule, une boule. Trouvez-moi le sarcome. On ne peut pas. Un radiologue qui a l'habitude se trompe une fois sur 5. Un radiologue qui n'a pas l'habitude se trompe une fois sur 2. Méfiez-vous de vos radiologues, ce sont probablement d'excellents professionnels, mais dans la démarche diagnostique d'une masse inexpliquée des tissus mous, ils ne sont pas fiables. Vous avez besoin d'une biopsie parce que voilà, vous avez des diagnostics de ganglioneuromes, des tumeurs bénignes certes, mais qui sont sécrétantes, j'ai des lipomes, des corticosurrénales, de lymphome, de liposarcome, de séminome. Vous avez des traitements qui vont de la chirurgie à l'abstention thérapeutique. Même chose pour les membres, on va passer très rapidement sur ça, mais vous voyez toutes ces images de boules un petit peu partout, avec des diagnostics qui sont très variables. Une facile, ça se traite par anti-inflammatoire, un lymphome, ça se surveille, un lymphosarcome, ça c'est nucléaire, un lymphome, il ne faut surtout pas l'opérer, une tumeur d'esmoïde, ça se surveille, un radiomusarcome, a fortiori cléomorphe, il faut l'opérer rapidement parce que ça pousse vite et ça ne répond à rien. Donc vous voyez, la nécessité d'avoir une biopsie de qualité est très importante. Et du coup, les impératifs à faire une biopsie sans perte de chance, c'est un, les indications validées. Aujourd'hui, c'est une masse profonde, quelle que soit sa taille, une masse superficielle non adipeuse de plus de 3 cm, une masse adipeuse superficielle de plus de 10 cm. Si vous biopsiez dans ce cadre-là, vous ne vous trompez jamais. Il faut du matériel adapté, une aiguille large calibre, CSG, multifilamment, un contrôle radiologique, on ne fait plus de biopsie chirurgicale du tout. Et la voie d'abord doit être discutée pour éviter la contamination d'un organe de contact, éviter la morbidité directement associée au geste. Sur la ligne de la future incision, le tatouage du plan d'entrée, même si ce dernier point reste maintenant aujourd'hui un peu débattu, et en cas de doute, on en discute à RCP. Donc voilà, finalement, les principes ils sont là. Quel est le problème? Le problème, c'est que on a aujourd'hui, et vous le savez bien, un accès à la radiologie interventionnelle sur le territoire qui est limité. Et dans les EVASAN qu'on avait, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais une proportion non négligeable de patients qui ont été évassanés pour avoir une biopsie d'une suspicion de sarcome. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? On a formé quelqu'un. Dans le dernier passage, on a
former un des chirurgiens à faire des biopsies des masses des membres et des lésions superficielles, ce qui a permis de bien libérer la pression sur les règles interventionnelles qui ont pu se concentrer sur des gestes techniquement beaucoup plus complexes. Et finalement, en ayant formé quelqu'un qui est ici depuis, on a fait des bassins pour biopsie. C'est un premier exemple, ça, de transfert de compétences qui est facile. Il ne faut pas s'arrêter là. Parce que la chirurgie des archromes, elle est simple. Elle est simple, mais c'est un petit peu comme si on partait naviguer. Si vous partez sans cap, vous allez vous perdre. C'est par contre une chirurgie qui conditionne le pronostic. Parce que si vous ne la faites pas bien, c'est un one-shot. Vous n'avez aucune chance de récupérer derrière ce qui va être mal fait. Ça, vous le voyez, c'est les chiffres. Lorsque vous avez une chirurgie qui est faite au sein d'un centre spécialisé, vous avez 2 fois plus de chirurgie microscopiquement complète et 3 fois moins de chirurgie macroscopiquement complète. Pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est la planification de la marge. C'est probablement ce qui est le plus difficile. Le geste technique, il est accessible à n'importe quel, non pas n'importe quel chirurgien, à un chirurgien qui est techniquement proficient. Mais ce qui est parfois un petit peu compliqué, c'est de savoir où passer. Est-ce que je dois passer au contact de la tumeur? Est-ce que je dois emporter un morceau d'os? Est-ce que je dois emporter le côlon qui est associé ou non? Est-ce que je dois le décoller? C'est ça qui fait la difficulté dans la prise en charge d'un patient pris pour un sarcome. Parce que pour le reste, c'est assez standardisé. Vous voyez ces grosses boules avec... mais finalement, le type d'incision, c'est une laparotomie médiane ou avec un refend ou une thoraco-phrénolaparotomie. N'importe quel hydrologue formé ou n'importe quel chirurgien viscéral formé est à même de le faire. L'exérèse, ça s'apparente à une néphrectomie élargie plus une colectomie. Il n'y a pas de geste qui soit des gestes qui sortent de l'espace, c'est plus simple. Mais ça reste une chirurgie à risque. Donc on s'est dit que c'est probablement la prochaine étape de ce transfert de compétences, mais qu'il fallait qu'on passe quand même par une étape intermédiaire entre la biopsie. Et l'étape intermédiaire, c'est quoi? C'est les sarcomes de membres. Les sarcomes de membres, c'est la moitié des cas. Vous l'avez vu, 30% des dossiers discutés aujourd'hui lors de nos RCD Pacifique concernent des patients avec un sarcome. Ça veut dire que 15% de ces discussions concernent un sarcome de membre. C'est une chirurgie qui est techniquement la plus simple. Vous avez moins de risques de complications à long terme. Vous n'avez pas ce risque hémorragique opératoire majeur, vous avez moins ce risque de complications liées aux fissures digestives. Et surtout, vous n'avez pas d'impact sur le pronostic vital. Au pire, on ampute. Mais par contre, lorsque vous vous retrouvez face à cette tumeur-ci, le gros machin que vous voyez au milieu, c'est le nerf sciatique. Qu'est-ce que je dois faire? Si on demande au chirurgien de la salle ce qu'il doit faire, est-ce que je dois resséquer le nerf sciatique ou pas? Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse. Par contre, moi je peux leur donner, sans aucun problème, et sans aucune difficulté. Et c'est ce qu'on a failli réussir à faire avant d'arriver ici, mais qu'on va faire. On va faire parce qu'on a aujourd'hui ce genre de choses. Vous avez un chirurgien ici avec un joli casque et une caméra et un œilleton qui lui permet de transmettre en temps réel ce qu'il voit à un chirurgien qui a une expertise différente et qui peut être à l'autre bout du monde. Et donc, c'est ce qu'on aimerait bien mettre en place. Alors on ne sait pas encore comment ça va se rembourser, on ne sait pas encore comment le chirurgien de l'autre côté va se faire payer pour cela, mais on a envie de le faire, donc on fera. Du coup, on a regardé les impératifs techniques. Quel genre de patient il fallait qu'on ait? La formation du chirurgien sur place, la vérification. L'accompagnement en temps réel, tout ça a été checké. Les impératifs éthiques, est-ce que c'était éthique de faire ça? Du coup, on a demandé à Gustave Roussy et au comité d'éthique de Gustave Roussy s'il semblait éthique de faire ce genre de choses. Et on nous a dit tout à fait. Les impératifs juridiques, on a demandé au juriste de Gustave Roussy ce qu'il fallait qu'on ait comme impératif et qui serait responsable. Elle a répondu. Les impératifs informatiques, on a fait les tests la semaine dernière, on a même fait un motif. Qu'est-ce qui se passerait si la communication se perdait en plein milieu de la chaise? Et donc, du coup, malheureusement, on n'a pas pu faire le patient la dernière fois, mais on va le faire. Donc voilà, le transfert de compétences, c'est un équipe vertueux en alternative à l'état simple. Mais la transposition brute des modèles hexagonaux est tout à fait inadaptée et il faut réfléchir ensemble à comment on fait et ce qu'on va faire. Très clairement, l'analyse préalable des besoins est un prérequis essentiel pour garantir un investissement-bénéfice favorable à cette démarche. Il ne faut pas faire tout n'importe quoi. Le cadre est vraiment bien défini.
le bénéfice médico-économique, humain et écologique est à évaluer en temps réel, je pense qu'il est clairement défini. Et surtout, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte à d'autres gestes techniques. Parce que ce qui est probablement le plus difficile dans l'apprentissage de ces gestes techniques, tout chirurgien pourra vous dire, c'est surtout qu'on n'a aujourd'hui pas d'outils de simulation suffisants pour qu'on puisse apprendre dans les cas. On a toujours besoin de cette espèce de rapport hiérarchique, de compagnonnage, il n'y a pas d'autre terme. Et ce que ces nouveaux outils de téléassistance ou de télésanté peuvent nous apporter, c'est ce compagnonnage à distance. Je vous remercie. Il faut imaginer la double. En fait, il y a une caméra qui est ici, qu'on voit qui est d'assez bonne résolution d'après ceux qui ne voient pas en France. Moi, j'ai un écran, ici un moniteur qui est vraiment une super bonne résolution, en fait, qui me retransmet cette image filmée par une commande vocale. Donc, par ma voix, je dis le menu principal, figer cette image, etc. Et le collègue qui est appareil en l'occurrence, peut friser l'image, zoomer sur une zone, me faire un schéma, me dire voilà, fais ça. Il voit ce que je fais, il voit mes mains. Et avec un son, ça passe par le Wi-Fi. Le Wi-Fi de la clinique, ça marche, mais en l'occurrence, on le fait avec un partage de connexion. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. On a testé en situation réelle. On n'a pas testé avec une patiente qui était le cas parfait pour cette expérience. Mais en fait, le laboratoire a mis un petit peu de temps à nous envoyer. On passe les détails, mais globalement, la dame n'était plus disponible là, elle sera disponible en avril. Du coup, on va faire cette expérience. La dame est au courant, évidemment, qu'on va utiliser la technologie et on va dire après ce sera fait. Comme toujours, une fois qu'on aura commencé à le faire, ça permettra de régler pas mal de problèmes. Si au moment où il y a un outil pour ce soir, ou il y a un outil tout simplement de pouvoir échanger. C'est un outil de formation continue, c'est un outil antique. C'est un objet qui nous est prêté dans le laboratoire, dans l'univers. Oui. C'est audacieux, justement parce que c'est pour eux, c'est la façon marketing, c'est une univers. La question, en fait, au bas, c'est comme effectivement ce que tu disais le financement, si ça évite des épaissades, ça serait même fort. Voilà. La connexion se fait par fil. Donc c'est quelque chose qui est déjà disponible sur le territoire. Donc il n'y a pas de nouvel abonnement à avoir. Par contre, comme Thomas dit très justement, ça va probablement éviter des évasions. Donc je crois qu'on voit un petit peu avec la CPS, parce que c'est des contraintes en plus. Il y a quand même un risque, accessoirement, juridiquement, la personne qui est responsable, c'est l'opérateur. Ça veut dire que c'est le chirurgien de Polynésie. Ça ne peut pas être moi. Donc, tout risque mérite un salaire ou une contribution. Il faudra voir un petit peu comment on peut essayer de s'arranger pour valoriser cela. On peut enregistrer l'intervention? Très probablement, oui. Moi j'ai juste une petite question. Est-ce que vous l'avez déjà fait avec d'autres endroits? Est-ce que les patients, ils le prennent comment ça? Ils sont rassurés de savoir que c'est un chirurgien expert? Je sais que ça a été déjà fait, je pense. Ça n'a jamais été fait jusqu'à aussi. C'est une première. Et la première, on l'a fait ici. Ah pardon. Je disais que ça n'a jamais été fait en cas Gustave aussi, donc ce sera la première ici. Je sais que les militaires ont testé, mais ils n'ont pas le droit de le tester sur des humains. Ils ont testé sur des... Mais c'est à cause de leur contrainte interne. C'est pas du tout à cause de la difficulté du dispositif. Je sais que le dispositif a déjà été testé, mais pour des distances plus courtes. Non, Gustave aussi, pour ce genre de chirurgie, on n'a jamais testé avant. De ce que je sais du dispositif, c'est né d'un besoin d'un chirurgien hépatique parisien qui était sollicité par d'autres confrères de la PHP parisienne pour venir accompagner
d'autres équipes plus sur des chirurgies hépatiques complexes et qu'il en avait un peu marre de se déplacer dans différents hôpitaux parisiens pour aller faire ça. Et donc la demande est venue d'un chirurgien et du coup Profim a cherché le prestataire et a proposé cette solution. Et du coup, vous allez faire signer un consentement, enfin, comment tu vas informer la patiente qu'elle va être, le discours, ça va être en théorie, dans les bonnes pratiques, elle devrait être vassanée. Est-ce que la question du consentement éclairé est quand même assez complexe? Tu vas arriver à bien cadrer le truc pour justement ne pas être exposé à un risque juridique et puis que la patiente ou le patient soit vraiment éclairé, que son consentement soit total sur un tel schéma. Il faut rédiger un truc, est-ce que... C'est sûr que la question se pose, après ça reste, comme disait Charles, une zone d'ombre qui est au final ramenée à la même chose que toutes les interventions, c'est-à-dire que c'est l'opérateur qui est responsable. L'opérateur est responsable et le contrat c'est le même que pour toutes les autres chirurgies, c'est-à-dire que c'est un contrat de confiance entre le patient et son chirurgien. Et voilà, nous, de toute façon, tous les chirurgiens, je pense, disent la vérité à leurs patients. Donc la dame, c'est très clair, c'est une dame qui est désostrale. Moi, je lui dis, ce que tu as, c'est une tumeur rare. C'est quelque chose qui est opéré le plus souvent. Normalement, on est vassane, mais les compétences sont présentes ici. On peut le faire aider en direct, tu vois, en employant des mots simples et en disant la vérité, aider en direct par un chirurgien qu'on connaît bien et qui est pour nous guider pendant l'intervention. Ça t'évite de partir à Paris. Est-ce que ça t'intéresse toi? Et la dame a dit, bah oui, bien sûr, si le patient il dit, oh là là, j'ai pas envie d'être un cobaye, évidemment, on va pas lui dire, t'inquiète pas, ça va se passer, pour forcer les choses, c'est pas du tout l'esprit, quoi. Surtout au début. Imaginons qu'on arrive à faire ça en routine, entre guillemets en routine, parce que ça reste un nombre de patients limité, mais on commence à avoir une expérience, on essaiera de convaincre les gens. Là, la dame est elle-même partante en l'occurrence, de dire non, si je peux être opéré. Mais comme tu dis, il n'y a pas de consentement spécifique. On peut se renseigner. En demandant au comité d'éthique de Gustave aussi, la seule chose qu'il demandait, c'était une lettre d'information. Parce qu'ils n'ont pas mis en avant un point, c'est que c'est pas une délégation de responsabilité, mais c'est un accord de principe entre Thomas et moi, donc je ne le ferai pas avec n'importe qui. On choisit quand même le légataire finalement. Et on en arrive vraiment à cette question qui est parfois très, très complexe, c'est savoir comment est-ce que tu évalues la compétence dans un chirurgien. Finalement, c'est pas un autre chirurgien, je vois pas beaucoup d'autres possibilités. Donc si j'estime que le patient ne prend pas de risque en se faisant opérer ici, que clairement on lui explique que c'est vrai qu'il ne sera pas opéré, qu'il y aura un device intermédiaire, qu'il y aura quand même une supervision, mais que ça lui permet de, a fortiori, si ces patients qui ont vraiment des îles et rester ici sur le territoire, je pense que en tout cas, ils étaient très clairs sur cette idée, c'était un grand gros. Je suis persuadé aussi de l'intérêt du dispositif, je me fais un peu l'avocat du diable en posant ces questions. Et du coup, c'est vrai sur la question du type d'information remis et peut-être d'un document d'information authentifié, clair peut-être, avec, je sais pas, des dessins. Et puis, parce que la question du consentement en médecine, elle est très compliquée. On croit toujours que le malade a compris ce qu'on lui a dit et qu'il a dit oui et qu'il a consenti, mais il a dit oui à un truc qu'il n'avait pas compris, donc en fait, il n'a consenti à rien. En tout cas, le consentement, il n'est pas toujours éclairé. Et du coup, est-ce que ces patients-là, vous allez les valider en RCT pacifique en notant la possibilité de ce type de stratégie? Et toi, après, tu écriras dans ton compte rendu opératoire que tu l'as fait avec des assistances, ce sera... Oui, l'idée c'est d'être complètement transparent. Mais tu as raison. Moi, j'en parle, je me doutais bien que tu allais écrire sur ton compte rendu, mais c'était juste pour se projeter dans un concept qui est quand même assez nouveau, parce que finalement, un chirurgien n'a jamais coopéré un malade sans avoir son collègue dans la salle. J'imagine que c'est, à part avec Da Vinci, le chirurgien strasbourgeois qui opérait à Boston, je ne sais plus si c'était pas dans votre centre, c'était
dans le New York Times, mais c'était pas de la routine, du coup, c'est intéressant. Enfin, vraiment, je trouve que J'avais une question, puisque la race est représentée ce soir. Est-ce que au niveau local, ça doit quand même être encadré de manière réglementaire, ou est-ce que c'est pas nécessairement? A priori, après il faudrait creuser un petit peu plus, j'ai pas forcément tout en tête, mais là pour moi, c'est pas. Je reviens sur la notion d'information du patient et que le patient il accepte qu'il soit éclairé en fait sur les modalités, c'est-à-dire que après en tant que chirurgien compétent pour faire ce type d'opération, on n'est pas dans l'expérimentation pure, on n'est pas sur de la recherche pour moi, mais c'est plutôt informer le patient que c'est peut-être la première fois que tu vas opérer ce type de tumeur et expliquer la démarche pour l'accompagnement effectivement. Mais a priori, comme ça, je dirais qu'à part l'information éclairée du patient, je ne pense pas qu'il y ait de modalités autres complémentaires. Voilà, il faut expliquer l'ensemble du dispositif qui va être mis en place pour assurer justement la qualité, la sécurité du soin. A priori, je pense pas. Après, on pourra creuser un petit peu plus la question et se revoir par rapport à la mise en œuvre et aussi par rapport au financement aussi. Ça pourrait être un point qu'on pourrait discuter, voir s'il pourrait y avoir des modalités particulières pour ce type de prise en charge. Merci. Et tu disais au niveau du dispositif, donc c'est un prêt, c'est ça, sur une période. Prolongation de ce prêt, a priori, on l'a encore jusqu'au milieu de l'année, je pense. D'accord. Et juste pour évidemment le consentement qui est quelque chose complètement à part, mais qui est fondamental. Et pour ce qui est de la notion d'expérimentation, la priorité, bien avant le consentement, c'est justement de ne pas avoir l'impression de faire de l'expérimentation. Enfin, dans mon cas particulier, moi j'ai travaillé avec ça aussi quand j'étais interne, des sarcomes de langue, j'en ai vu. Pas le cursus, mais c'est interne. Donc, ça, je le dis aux gens, j'ai travaillé dans ces centres-là, parce qu'on a déjà pris en charge des sarcomes métropolitains, j'y arrivais. Et on dit c'est des tumeurs qui sont rares, donc on fait peu, mais on sait comment faire. Là, c'est ce que je dis à la personne, c'est-à-dire qu'on sait comment opérer ces patients-là, on en a déjà vu, mais on a un peu l'habitude, et du coup, on se fait assister, téléassister par des spécialistes. Et effectivement, non, la question de consentement, encore une fois, c'est de signer les choses, il faut bien que ce soit un document, que ça puisse être lu, c'est important, mais on n'est pas dans. Enfin, je ne pense pas dans la chirurgie, la neurochirurgie. C'est quelque chose qu'a priori on maîtrise. Et sur le prêt, il y a entre guillemets une contrepartie, ils veulent aussi voir comment se sont passées par exemple les chirurgies qui ont été faites ici, ou il y a une demande particulière? D'après ce que j'ai compris, c'est surtout qu'on leur fasse de la pub pour leurs produits. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression qu'ils demandaient un contrôle particulier. Enfin, ils sont pas. C'est juste un proof of concept, c'est montrer qu'on a été capable de faire une intervention à 17 du jour. C'est eux que Stéphane demande c'est eux qui ont pris contact avec toi là, initialement. Oui, et puis je me dis que c'est un truc qui était sympa. Vous connaissez l'existence de ce. En fait, le PDG de Rofilm, avec qui on travaille sur toute le télé-RCP, je ne sais plus pourquoi j'avais discuté ça avec lui, il me dit tiens, justement, on a ce display-là, est-ce que tu veux voir? Le chef, le co-créateur de Rofilm, c'est un chirurgien vasculaire, donc il relève bien du monde chirurgical. Et blabla, on a fini par mettre des chirurgiens en lien et ça s'est fait comme ça. Et du coup, si on imagine, on
lieu de 7000 km, si on fait les 250 km entre par exemple ici ou les 500 ou 600 km entre ici et les hôpitaux périphériques, enfin les hôpitaux de la direction de la santé où il y a des chirurgiens mais qui sont rarement représentatifs de la totalité des spécialités chirurgicales. Du coup, je m'adresse aux chirurgiens polynésiens. Est-ce que vous imaginez, par exemple, parfois à Rayatea, il va y avoir par hasard de gynéco et un digestif, puis plus d'orthopédiste, et puis d'un seul coup un orthopédiste, et puis plus de gynéco, et puis après c'est Nukuiva où il y a un chirurgien, et puis le chirurgien, de toute façon, ils sont toujours polyvalents, puisqu'ils sont tout seuls dans leur dans leur zone. Est-ce que vous imaginez que ce genre de truc, sans croire que vous avez du temps et que si vous étiez confortable, on va dire, est-ce que c'est des choses qui pourraient être sanctuarisées aussi pour sécuriser nos patients? Ça repose quand même sur la confiance qu'on a entre les deux chirurgiens quand même. Il ne faut pas qu'il y ait une d'horreur. Il faut vraiment, parce que ça ne fait pas tout. Complexe, puisque la chirurgie générale n'existe plus. Mais c'est pour ça qu'ils sont en train de développer ces outils-là. Ils ont un cadre légal qui les autorise à faire. Je ne suis pas sûr qu'un chirurgien qui n'a pas été formé à une pose de JJ et qui commence à se lancer là-dedans, même avec une assistance, ce soit rendre service au malade. Donc je pense que si on veut aller sur cela, il va falloir revoir un petit peu le concept de chirurgie générale et la confiance de la personne. Je ne peux pas confier n'importe quoi. Oui, simplement ici, il peut arriver qu'une chirurgie d'urgence, un patient non rapatriable, soit faite dans un hôpital périphérique parce que le malade n'a pas la possibilité d'être, je pense, je ne sais pas combien de temps, mais de temps en temps, je pense que ça arrive quand même. Non, les malades, on n'a pas pu transférer en France. Oui. C'était battable. Mais sinon, les Rayatea ou les Marquis, ils arriveront toujours ici pour une chirurgie s'il n'y a pas la compétence sur le là, tous les Rayatea, ils sont supposés pouvoir faire des chirurgies d'urgence, ils ne le font pas. Ils les transfèrent tous. Donc c'est bien un chirurgien à poste, c'est pour la théorie ou pour faire une appareil de sauvetage. Quand tu fais une laparotomie de sauvetage, tu ne prends pas le temps de mettre le casque et le temps de se mettre le truc. Dans le box. C'est pas disponible tout de suite. Là, si c'est la seule que tu fais, tu vois, surtout ton séjour à Rayatea. Tu regardes sur YouTube aussi. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions ou remarques ou propositions. Probablement qu'un COM CPS pourrait financer le. Enfin, en tout cas, il faudra déposer ce qu'on vous a dit. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. C'était juste un complément d'information. Jean-Baptiste Tao, je suis tout récemment arrivé à la direction de la santé sur le bureau numérique. Et en fait, pour avoir travaillé avec un collectif téléchirurgie en métropole, le contexte d'utilisation de cet outil, c'était vraiment dans le cadre du compagnonnage qui se faisait avec un père qui accompagnait effectivement un jeune chirurgien dans les premières opérations. Et au bout d'un moment, il faut opérer seul. Comme vous le disiez, il n'y a pas toujours les outils pour s'entraîner, faire des simulations du coup. Et on sait, enfin je ne suis pas chirurgien, mais ce que nous avaient dit les chirurgiens, les premiers cas forcément essuient entre guillemets un peu les plâtres, et du coup cette technologie a pour but de diminuer l'impact et améliorer le transfert de compétences encore plus rapidement quand le père ne peut pas être présent, puisqu'il ne peut pas se démultiplier non plus. Donc c'est vraiment ça le contexte, et c'est dans le cadre d'une relation de confiance, puisque souvent le jeune chirurgien était formé par un chirurgien plus senior. C'est vraiment ça, je pense, que le contexte d'application de l'usage, et donc au-delà du consentement patient qui est indispensable, le cadre, c'est le chirurgien qui prend cette responsabilité-là, mais qui le risque est diminué par le fait qu'il soit aidé à distance. Merci beaucoup. Je crois que c'est une notion très importante finalement. C'est ça le plus important au-delà de la technologie, c'est finalement la confiance qu'il va y avoir entre les deux protagonistes. Donc c'est une belle notion de l'humanité qui passera toujours dans la technologie, que quoi que la technologie propose. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir aller manger. Merci beaucoup, bonne soirée. Et à demain. Oui, Stéphane, c'est demain l'urologie, donc si tu pensais que c'était ce soir, tu peux revenir demain.
c'est pas moi qui